webinaire économie. On va s'intéresser aujourd'hui à la mondialisation des cerveaux et voir que c'est un enjeu absolument crucial dont on parle extrêmement peu pour l'avenir de nombreux pays. Alors, qu'est-ce que la mondialisation des cerveaux? Vous avez des gens qui ont fait des tests, qui ont un certain potentiel, et les États vont essayer de les récupérer pour eux en les attirant. Quelle est la raison? Si vous récupérez le futur prix Nobel d'économie ou le futur prix Nobel de médecine qui va faire des découvertes, vous allez avoir un avantage assez majeur dans votre pays. Et là, ce qui crée de la valeur au jour d'aujourd'hui, c'est le cerveau. Ce n'est plus les mains. On n'est plus à la fin du 19e siècle, on n'est plus dans une phase d'industrialisation de l'économie. Avant, ce qui pouvait rendre un pays riche, c'était le nombre de mains. Et c'est pour ça notamment que certains pays africains ont eu des politiques natalistes, parce qu'il fallait avoir beaucoup de mains, beaucoup d'ouvriers pour exploiter les mines, les matières premières, etc. Tout ce pan de l'économie s'est fait complètement bouffer par l'automatisation, la robotisation, etc. Et donc des mains, on en a de moins en moins besoin pour produire par exemple, une production. Je donne un exemple au niveau par exemple de l'agriculture. Quand on a eu l'apparition des premiers tracteurs, un tracteur fait le travail de 50 hommes. Donc quand vous avez une exploitation qui produit avec un tracteur, vous pouvez vous dire que jadis, il y avait 50 ouvriers agricoles qui étaient employés pour faire le même travail. Donc quand on a eu la mécanisation, ça a forcément détruit des emplois. Alors la chance à la fin du 19e siècle, c'est qu'on a eu la révolution agricole, la révolution industrielle simultanément. Quand on s'est mis à construire des tracteurs, eh ben, ça dégageait 50 manouvriers, ouvriers agricoles. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été à la ville, et là, coup de chance, eh ben, on avait des usines qui produisaient entre guillemets des tracteurs, voilà, et la boucle est bouclée, et ils étaient embauchés. La problématique qui s'est passée, c'est pour ça qu'on a du chômage au XXIe siècle, c'est que ces mains qui travaillaient dans les usines, on les a remplacées par des robots plus rapides, plus productifs, qui ne se fatiguent pas, qui ne se mettent pas en grève, plus précis, etc. Donc coûtant beaucoup moins cher, donc entre guillemets que des avantages, et que ces mains-là, quel emploi on allait pouvoir leur donner. On a eu une nouvelle révolution technologique, qui est une révolution, on va dire, informatique, numérique, etc., qui demande des cerveaux. Mais pas autant de cerveaux que de mains. Et puis, la grande force qu'on a eue au basculement entre le 19e et le 20e siècle, entre la révolution agricole et la révolution industrielle, c'est qu'un ouvrier dans les champs, un manouvrier et un ouvrier à l'usine, vous pouviez le former en 24 heures. C'était extrêmement simple. Alors, il savait planter des choux, il savait ramasser les choux, etc. Puis vous le mettiez dans une usine, sur une chaîne, et en 2 heures, vous le formiez totalement. Et c'est ça qui a été la grande chance, c'est qu'il n'y a pas eu de troubles sociaux à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Absolument pas. Tous les ouvriers agricoles ont pu retrouver du boulot de manière extrêmement rapide, extrêmement simple. Dans les usines, on pouvait les former en 24 heures. Quand tu passes, donne un coup de boulon. Quand ça repasse, donne un coup de boulon. Quand ça repasse, donne un coup de boulon. Regardez les temps modernes de Charlie Chaplin. On le voit d'ailleurs très bien dans les temps modernes de Charlie Chaplin. Alors ça dénonce la crise de 1929, mais vous avez plein d'ouvriers qui arrivent aux portes de l'usine, ils en prennent quelques-uns et ils les mettent sur une chaîne. Et c'était même pas des ouvriers de l'usine, c'était des ouvriers journaliers qu'ils prenaient et qui automatiquement comprenaient ce qu'ils devaient faire et étaient formés instantanément, entre guillemets. Le problème du XXe siècle, c'est qu'on a donc on a augmenté fortement l'activité dans les usines, mais on a eu besoin de moins en moins d'hommes. Et ces hommes-là, on ne peut pas
prendre un ouvrier à l'usine, le mettre devant un ordinateur et il se met à coder en PHP pour faire des sites web. Il n'y a pas cette possibilité de basculement aussi rapide de transfert. Et ce qui crée actuellement de la richesse, ce sont les gens qui vont sortir les prochaines inventions, les prochains brevets. Voilà, ce sont des ingénieurs ou des choses comme ça qui créent de la richesse. Seulement, on ne peut pas devenir ingénieur en claquant des doigts. Et ce qui crée aussi beaucoup de chômage, c'est que à la fin du XXe siècle, pardon, à la fin du XIXe siècle, comment dire ça sans choquer. Les emplois qui étaient disponibles, il n'y avait pas besoin d'avoir fait des écoles de commerce, pas besoin d'avoir un QI à 120 pour pouvoir le faire. Vous donnez un balai à peu près à tout le monde, vous lui montrez comment balayer, la formation est finie. Un serveur, vous lui montrez comment servir, la formation, il n'est pas trop mauvais, en une semaine il a compris le métier. D'ailleurs c'est pour ça que ce sont des emplois souvent étudiants, parce que vous pouvez prendre n'importe quel étudiant, il est formé très rapidement et il est efficace à son poste. Mais maintenant on arrive à un système où les emplois, on va dire manuels, à faible valeur ajoutée, il y en a de moins en moins. Il y a de plus en plus de besoins pour avoir des emplois à forte valeur ajoutée, on va dire les cerveaux, mais toute la population ne peut pas devenir ingénieur quoi qu'il arrive. Et donc on a une guerre entre les États, pas pour attirer les bras, mais pour attirer les cerveaux. Et cette guerre-là, elle a en fait toujours existé. On a tendance à dire que oui, c'est depuis le XXIe siècle, la mondialisation, le XXe, XXIe siècle, la mondialisation, on va chercher les cerveaux dans les autres pays, etc. Non, c'est totalement faux. Je vous prends simplement un petit exemple. Vous avez simplement Louis XIV. Voilà, regardez la nationalité des ministres de Louis XIV. Il y en avait à peine la moitié qui était français. Il allait chercher ses ministres en Italie, et donc la France était, entre guillemets, gouvernée par le roi avec des ministres italiens. Au passage, cela ne choquait absolument personne. Imaginons que le prochain président ou la prochaine présidente française choisisse de prendre un économiste tchèque, un ministre de la culture italien, une ministre de l'enseignement espagnol, ça choquerait énormément. Absolument pas à l'époque de Louis XIV, de Louis XV ou Louis XVI. Voilà, on prenait ce qu'on appelait les meilleurs, et si c'était le cardinal de Mazarin qui était italien qui était le meilleur, on prenait le cardinal de Mazarin, et ça posait de problème absolument à personne. Et j'ai même vous dire que si on réfléchit un petit peu, les élites étaient beaucoup plus mondialisées à l'époque du roi de France qu'à l'heure actuelle. Voilà, donc le phénomène de mondialisation comme un phénomène récent, etc., à voir, puisque être un homme, un aristocrate, homme du monde au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, c'était déjà maîtriser 5 langues, voyager aussi bien en France, en Italie, en Espagne, se sentir en Allemagne, se sentir à l'aise partout, c'était ça. Et maintenant, finalement, on a plutôt une élite qui s'est refermée sur elle-même, contrairement à ce que l'on peut imaginer. Donc, aller chercher les meilleurs, ça a toujours existé. Mais maintenant, c'est de plus en plus crucial parce que ça donne réellement un avantage. On l'a vu cette semaine quand on faisait les analyses sur la bourse. L'action Apple a chuté parce qu'ils ont du mal à recruter des ingénieurs qualifiés aux normes Apple. C'est les top ingénieurs. Mais ils ont du mal. C'est pas un problème de salaire. C'est que il n'y en a pas suffisamment brillant actuellement pour qu'Apple puisse en recruter 10 000 d'un coup pour lancer des nouveaux produits, etc. Et pourtant, ils vont les chercher partout. Ils vont les chercher en France, ils vont les chercher en Allemagne, ils vont les chercher au Japon, en Chine, dans tous les pays du monde, en leur proposant des salaires absolument mirobolants, en leur proposant des conditions de travail qu'ils n'auront quasiment très peu de chances de trouver ailleurs, etc., etc., pour vraiment attirer les meilleurs. Et quand vous regardez les salaires, par exemple, chez Google, vous avez des ingénieurs d'exception, qui sont peut-être dans le 0,1% des ingénieurs mondiaux, qui se font des salaires à 6 chiffres mensuels. Mais ça ne dérange absolument pas ce type d'entreprise
qui font tout pour les trouver et surtout pour les conserver. Alors la véritable question, c'est par exemple, est-ce que l'Europe a une fuite de cerveaux? Est-ce qu'en Europe on est de plus en plus bête? Ou est-ce que les rares cerveaux que l'on a les États-Unis, la Chine, les Émirats arabes unis qui sont aussi très 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 actifs à essayer de drainer les connaissances, les meilleurs cerveaux. On va voir que c'est très différent de ce que l'on peut imaginer. Et là, je vais vous balancer quelques petites infographies avec beaucoup de reconnaissance pour Statista, qui est un site qui fait de belles infographies, et elles sont toutes dans le domaine public, réutilisables et tout, donc parfait, et donc j'en profite pour leur faire un petit peu de publicité. Comment déterminer les gens entre guillemets les plus intelligents? Alors c'est compliqué, j'ai pris de base l'idée que ce sont quand même grosso modo les gens les plus intelligents, les gens qui font avancer le monde, ça reste quand même les prix Nobel avant tout, que c'est une bonne mesure puisque c'est une compétition entre guillemets au niveau mondial, et donc j'ai pris de base les prix Nobel. Alors des prix Nobel, vous avez tout, vous avez des prix Nobel d'économie, de médecine, et vous avez des prix Nobel de littérature. Alors je suis un littéraire, je suis un économiste, je vous dirais que les prix Nobel de littérature pour l'avenir économique d'un pays, c'est pas majeur. Pour le rayonnement d'un pays, c'est très intéressant. Donc je vous montre là les différents prix Nobel qui ont été attribués jusqu'en 2015, de 1901 à 2015 en littérature, et on voit cocorico que la France est numéro 1. On a eu 15 prix Nobel de littérature en 115 ans. Voilà, alors évidemment la question, citez-moi-en au moins un. Bon, pas terrible, hein. Je vous conseille Maurice Genevoix. Maurice Genevoix, lisez-la, Le Relail. C'est un livre qui est absolument merveilleux, et un auteur français, hélas, très méconnu. Mais voilà, vous allez voir l'initiation romantique d'un jeune Français en Allemagne. C'est une véritable perle, là, Le Relail de Maurice Genevoix. Donc on est plutôt bien en termes de littérature, etc. C'est bien pour le rayonnement de la France, mais il faut avouer que c'est un jugement de valeur. Alors là, je l'assume totalement. On décline. Depuis, citez-moi des gens qui sont cités à l'étranger, des Français cités à l'étranger en tant que pour leur carrière. On a très très peu. Il nous reste, on n'en a pas. En fait, je pense même qu'on n'en a pas. Où est Sartre, où est Camus, par exemple? C'est les derniers grands qui sont connus dans le monde entier. Voilà, en France, Lévy ou Houellebecq ou je ne sais trop quoi, bon, bah, c'est connu que chez nous. Il n'y a plus tout à fait ce rayonnement culturel de la France. C'est bien dommage parce que le rayonnement culturel nous fait venir beaucoup de touristes. Et ça, c'est quelque chose que l'on travaille. Si on n'a pas de pétrole en France, on a une histoire, un patrimoine à mettre en valeur qui attire des touristes, et c'est notre première source de revenus, ne l'oublions jamais. Donc voilà, au niveau des Nobel de littérature, on est bon, mais honnêtement, voilà, même si ça m'embête de le reconnaître et de le dire, c'est pas ça qui va globalement nous nourrir. Donc on va aller voir, est-ce que j'ai la suite? Si je clique là-dessus, voilà. On va voir d'où viennent les prix Nobel. Voilà. De quelles universités viennent les prix Nobel? Ça, c'est très intéressant parce que ça nous montre le niveau, on va dire, de recherche. Parce que globalement, les cerveaux, ça va être avant tout des chercheurs, et ces chercheurs vont trouver des choses absolument incroyables qui vont nous permettre de changer notre vie, qui vont basculer dans les entreprises et qui vont sortir des nouveaux produits, des nouvelles technologies. On va être mieux soigné, on va avoir des super iPhones qui vont consommer moins d'électricité avec des écrans encore plus jolis. Tout ça, ça vient de la recherche, et on prend les universités. On voit déjà qu'au niveau universitaire, on a un poids écrasant des universités américaines. Le top 3 des universités américaines qui ont donné le plus de prix Nobel, et pas que de littérature, en économie, etc. C'est des universités américaines.
de manière extrêmement, extrêmement large. Et en France, bon, on a l'Université Paris-Sorbonne, je suis content, voilà, c'est mon université, l'Institut Pasteur, le Collège de France, l'ENS à Paris. Voilà, on a quand même quelques prix Nobel, notamment en mathématiques, hein, c'est là où on est très très bon, mais c'est qu'elle reste écrasant, ça reste les États-Unis d'Amérique, et on va comprendre pourquoi après. Dernière infographie que je voudrais vous montrer, c'est les universités qui produisent le plus de prix Nobel depuis l'origine. Et là, vous avez l'Université de Californie, Harvard, Stanford, Max Planck Institute, Allemagne, l'Université de Chicago, Cambridge, Royaume-Uni, Massachusetts, le MIT américain, California Institute of Technology américain, Rockefeller University américain, Columbia University américain, Princeton University américain. Donc ça veut dire que là, on est dans le top 11, ils en ont 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans le top 11, on a une université européenne, ce sont les Allemands. On a une université presque européenne, les Anglais. Ça, c'est... bon, ils sont européens, donc on en a deux, mais ils ne sont pas dans l'Union européenne. On a l'université de Cambridge. On ne voit pas Oxford. Et tout le reste, c'est américain, c'est écrasant, écrasant, écrasant. Alors pourquoi les Américains sont aussi forts, écrasent autant la recherche globale? J'ai un autre chiffre à vous donner, et là vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vous parle de la mondialisation des cerveaux. Vous avez vu tous ces prix Nobel dans toutes les universités américaines, et bien vous en avez 85% qui ne sont pas nés aux États-Unis. Ce sont des étrangers. Ce sont des gens, des étudiants que les universités américaines ont été, des professeurs que les universités américaines ont été recherchés. Et c'est la grande force des États-Unis, c'est qu'ils vont chercher les meilleurs étudiants, les meilleurs chercheurs. Et ça devient des prix Nobel. Et avec ça, ils vont pouvoir nourrir notamment en nouvelles technologies la Silicon Valley. Et tout cela, c'est des étudiants, c'est des chercheurs que les pays d'origine ont totalement perdus. C'est des avantages concurrentiels qu'ils ont perdus. Je vous donne juste un petit exemple. Je vous prends un exemple dans ma famille, ça va être très rapide. J'ai un cousin qui a fait une thèse de médecine, en pharmacie plus précisément. Quelqu'un de très brillant, il en faut bien un dans la famille, c'est lui, on est tranquille. Voilà, comme ça nous on peut rien foutre, on a un bon exemple dans la famille. Donc, super thèse, très, très prometteur. Que lui proposait la France, avec sa thèse en pharmacie et tout? De travailler pour le CNRS avec des CDD renouvelables, tous les, je crois de mémoire, tous les 2 ans, renouvelables, avec un salaire d'environ 1800, 2000, 2200 euros en s'en sortant bien. Donc voilà, c'était son pays, ce que pouvait lui proposer son pays. Voilà. Il a été contacté par une entreprise canadienne. L'entreprise canadienne lui a proposé un salaire multiplié par 3 à l'origine, de base, de lui payer tous les frais de déménagement, de payer pour ses enfants les frais d'inscription dans les meilleures écoles du coin, privées, de lui donner des conditions de travail dans des laboratoires totalement dingues. Pourquoi totalement dingue? Parce que pour avoir le dernier microscope, je sais pas, balayage à infrason électronique, machin bidule, il l'avait. Au CNRS, pour l'obtenir, il faut remplir un dossier, il faut attendre 6 mois, dans l'espoir d'avoir une subvention européenne, pour pouvoir avoir le matériel qui sera livré dans 1 an. Voilà. Quand vous êtes chercheur, le but de votre vie, ce qui vous motive, c'est chercher. C'est pour ça que quand vous êtes trader, ce qui vous motive, c'est de passer des ordres, c'est trader. Bon lui, alors qu'il n'y avait rien du tout contre la France, on nous propose des meilleures conditions de vie, un salaire triple et des meilleures conditions de recherche. Mon cousin, ça fait 30 ans et je ne l'ai jamais revu. Il est toujours au Canada. Il s'est marié avec une Canadienne. Il a 3 enfants. Il en a peut-être 4. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu.
Voilà, il s'est fait construire une super baraque au pied d'un lac au Canada et en plus il est professeur d'université puisque dans le package de cette société, c'était tu viens, tu fais des recherches et en plus, comme on a un partenariat avec l'université, si tu veux, tu peux enseigner, chose qui n'arrive jamais en France où pour avoir un poste à l'université, faut être vieux, faut attendre, faut ramer et il faut ne dis pas sucer des bites, non, trouve autre chose. Je couperai au montage. C'est du direct de toute façon. C'est vraiment le truc qui me vient à l'idée, le premier. Il faut plaire, voilà, c'est très. Il suffit pas d'être brillant à l'université française. Il faut être très politique pour avoir les rares places qui se libèrent et qui sont déjà plus ou moins préattribuées à l'avance. J'ai pu m'en rendre compte de visu. Où j'avais un chercheur au CNRS qui appelait qui était directeur de recherche, qui appelait pour devenir professeur d'université, qui appelait ses copains en disant il y a un poste qui se libère à Bordeaux, oui je peux me présenter, non d'accord c'est déjà bidule, ok très bien, bah, je vais voir ailleurs. Voilà, donc c'était déjà alors officiellement non, hein, c'est sur dossier, nana, jury, mais bon. J'ai découvert à ce moment-là que c'était déjà pré-choisi, on va dire. Donc, vous voyez, c'est pas du tout la même vie. Donc, ces universités américaines, elles ont du cash comme c'est pas possible et elles font venir les meilleurs étudiants, les meilleurs chercheurs et donc du coup, ils ont cet énorme avantage. Alors, quelle est la proportion des étudiants français qui partent à l'étranger après leurs études? C'est très peu, c'est très peu. C'est entre 4 et 5%. Entre 4 et 5% des étudiants, une fois qu'ils ont leur diplôme en poche, quittent la France et ne reviennent pas, ou reviennent au bout de 10 ans, 20 ans, repassent un an ou deux en France et repartent à nouveau. Ce que l'on constate, c'est que quand on quitte son pays, on a très peu de chances statistiques de revenir dans son pays. Même à la retraite, les gens ne reviennent pas. Ils sont toujours en train de dire je reviendrai au bled, je retournerai en France, etc., etc. Mais non. Pourquoi? C'est très simple. Parce que quand vous quittez votre pays, vos réseaux de relations, vos amis vont être où? Ils vont être dans le pays. Vous avez des enfants, vos enfants, leurs copains, ils vont être dans le pays. Vous allez vous marier peut-être avec quelqu'un du pays. Vous allez donc vivre là et ça va être votre nouveau pays au sens propre et physique. Et vous retournez, entre guillemets, parfois en vacances avec un petit peu parfois de nostalgie pour aller voir les parents, les frères et sœurs qui sont restés au bled. Et puis c'est tout. Et vous êtes très content de repartir à nouveau parce que votre vie, elle se trouve plus là. Donc on voit que sur les expatriés jeunes, il y en a à peu près 80-90% qui ne reviennent jamais se réinstaller dans le pays d'origine. Quelle est aussi la grande force des États-Unis? C'est qu'ils attirent les meilleurs, ils payent les meilleurs pour venir bosser chez eux. Ça, vous l'avez bien compris. Mais c'est surtout qu'ils n'ont rien dépensé. Ils n'ont pas dépensé un centime pour leur formation. Nous, on a été normalement à l'école primaire, à l'école maternelle d'abord, à l'école primaire, au collège et au lycée, et ça s'est à peu près arrêté là, parce qu'après c'était plus obligatoire, ou on pouvait continuer si on le voulait. Tout ça, ça a un coût. Un élève moyen de collège, ça coûte 1 600 € par mois à l'État. Donc si vous envoyez votre fils au collège, Kevin, ça coûte 20 000 € à l'État. Ça permet aussi de relativiser combien vous payez d'impôts. Parce que quand on gueule parce qu'on paye 200 € d'impôts et qu'on a 2 enfants qui vont au collège et au lycée, les 2 enfants, ça a un coût environ de 40 000 € par an. C'est ce que ça coûte à l'État. Donc, si vous payez 200 € ou 2 000 € d'impôts par an et que vous envoyez vos enfants à l'école, ça coûte 40 000 €, donc vous gagnez 38 000 €. En simplifiant, vous avez un échange de services de 38 000 €, et vous avez d'autres personnes plus riches que vous qui ont compensé ces 38 000 €, c'est-à-dire que vous avez des personnes beaucoup plus riches que vous qui payent, entre guillemets, une partie de l'éducation de vos enfants, puisque pour un couple qui gagne 2 000 € par mois, envoyer son enfant au collège, ça coûte 20 000 € par an. Ça va être très très compliqué. Quand on en gagne 24 000, d'en payer 20 000 pour envoyer le gamin au collège, il resterait 4 000 € pour vivre, payer son loyer, les charges de la banque, etc. Donc ça, c'est pas possible. Donc, ça a un coût. Depuis, à partir du moment où si vous avez été en crèche, ça a un coût, parce que les crèches sont subventionnées. École maternelle, collège, lycée, etc.
Ce que vont chercher les universités américaines, c'est pas les gars qui ont le bac, hein. Ça, il n'y a pas besoin. Ils en ont chez eux des gars qui ont le bac et ils peuvent les embaucher. Ce qu'ils recherchent, c'est la crème, c'est l'élite. Donc parmi les 4% qui partent vivre à l'étranger des étudiants, ce sont ceux qui ont, dans ces 4%, à 90%, ce sont des gens qui ont bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7, bac plus 10, etc. C'est la crème de ce qu'a pu former la France, qui a pu former la Belgique, qui a pu former l'Allemagne, etc. Et c'est eux qui ont coûté le plus cher en formation, parce qu'après à l'université, c'est pas 1 600 € par an, hein, le coût. D'autant plus vous allez faire des études hautes, et plus ça va coûter cher. Donc en simplifiant, les CAP de menuiserie, les Américains viennent pas nous les chercher. Les polytechniciens, ouais, là les Américains, ils regardent, ils surveillent et ils font des ponts en or à ces gars-là et ils récupèrent des gens brillants, des gens qui sont extrêmement bien formés et ça leur a coûté pas un centime. Et ça a été une charge entre guillemets pour l'État français de plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros par tête. Et ça, c'est un énorme avantage de récupérer des gens formés. En plus, les gens qui récupèrent, ce sont des jeunes étudiants. Donc, ils sont jeunes. C'est un gros avantage, la jeunesse. Pourquoi ? Généralement, ils sont en pleine forme, donc ils bossent un peu plus que les autres. 2, ils ont tout approuvé, donc ils bossent encore plus que les autres. 3, ils sont moins malades, donc ça coûte moins cher s'il y a une sécurité sociale dans votre pays. Donc grosso modo, ce n'est pas seulement les gens les plus intelligents qui récupèrent, c'est les gens qui ont le plus de potentiel sur les 40 prochaines années. Et ils les récupèrent pour eux, gratos, entre guillemets, donc c'est pour ça qu'ils peuvent payer extrêmement cher aussi. Et si dans le tas, il y en a un qui sort une invention géniale, c'est le pactole. S'il y en a un qui devient prix Nobel, c'est le pactole. C'est pour ça qu'en France, on a les derniers prix Nobel français, et on se réjouit. Si on est nationaliste, pour moi, honnêtement, la nationalité ne veut rien dire. Un Camerounais, un Français, un Japonais, pour moi, c'est un être humain. Je sais qu'on est ultra minoritaire à penser ça, mais voilà, j'aimerais même que l'on ne dise même pas ça. C'est un être humain, point. Peu importe où il est né, peu importe, on respire le même air, on a tous les mêmes espoirs dans la vie. Voilà, on a créé pour moi des frontières totalement artificielles et on a parqué les gens dans des frontières. On leur a dit toi t'es français, toi t'es belge, toi t'es italien, toi t'es espagnol, toi t'es camerounais. Et voilà. Pour moi, avant tout, c'est des êtres humains. Pourquoi je vous dis ça ? J'ai perdu le fil de mes discussions. On va faire que je regarde un petit peu mes notes. J'ai perdu vraiment le fil de ma discussion. Oui. Ça revient. Les derniers prix Nobel français que l'on a, en économie par exemple, Cocorico et tout, on est content, ils sont français. Ouais, mais les mecs, ils sont professeurs à l'université aux États-Unis d'Amérique. Donc la richesse qu'ils ont créée, c'est aux États-Unis d'Amérique. La nationalité veut strictement rien dire. Et c'est ce qu'ont compris les États-Unis d'Amérique. Eux, ils en ont rien à foutre, que ce soit un prix Nobel japonais, indien, français, tout ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que ce prix Nobel-là, il soit chez eux, et qu'ils bossent chez eux, qu'ils donnent de bonnes infos aux entreprises, qu'ils forment les étudiants américains, voilà, parce que si vous êtes formé par un prix Nobel, vous avez plus de chances de pondre un nouveau prix Nobel, ou avoir des étudiants intelligents, que si vous avez quelqu'un qui a... C'est tout simplement, on peut donner au maximum on peut transmettre au maximum que ce que l'on connaît. Donc, si on parle en puissance, avec quelqu'un qui a 200, s'il a des étudiants qui peut transmettre 199, c'est mieux que quelqu'un de base qui a 100 et qui peut transmettre que 99 à chacun de ses étudiants. Donc, en plus, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace. C'est pour ça qu'au début, je vous ai montré les prix Nobel par pays. Bon, pour ceux qui me connaissent, ils se doutaient bien qu'il y avait un petit loup. C'est pour vous montrer qu'entre guillemets, c'est ridicule. Ce qui compte, c'est la localisation, où sont les gens et leur rayonnement. Donc un prix Nobel en économie qui bosse avec des entreprises, un prix Nobel français qui est à l'université de Stanford, par exemple, qui bosse avec des entreprises américaines qui forment des étudiants pas forcément américains, mais indiens, japonais, peu importe, qui sont aux États-Unis pour étudier, c'est bénéfique essentiellement à
99% pour les États-Unis, on va dire 1% pour la France, pour se dire cocorico, mais bon, ça, on ne gagne rien du tout. La deuxième chose qui est importante, je vous ai parlé des étudiants. On est complètement dans un processus de mondialisation. Au jour d'aujourd'hui, ce que je ne dois jamais dire, actuellement, si vous faites une école de commerce, une école d'ingénieur, quelque chose qui est un petit peu importante, vous ou vos enfants vont être, entre guillemets, obligation, alors que ça, on peut voir ça aussi comme une chance, d'aller étudier à l'étranger. Pourquoi ? Pour découvrir d'autres cultures, pour maîtriser d'autres langues. Et ce que l'on constate, c'est est-ce que la France est attractive ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des étudiants qui viennent étudier en France et qui veulent, entre guillemets, rester pour développer la France en simplifiant. Alors, on se rend compte qu'on est très lié encore à ce qu'on appelle nos anciennes colonies. C'est-à-dire qu'on a un tiers de nos étudiants d'origine étrangère qui viennent d'Afrique. Alors, on les récupère, on les forme, une partie rentre en Afrique, mais pas suffisamment. Alors là, c'est pas du tout un truc au niveau de l'immigration auquel je vous parle ça. Ce sont des étudiants qui sont formés, qui sont brillants et qui trouvent du boulot en France, parce qu'il y a beaucoup aussi de demandes en France. Mais ça, c'est négatif pour les pays d'origine, puisque le deal qu'il y avait dans les années 50, 60, 70, c'est pour les pays pauvres, et ça, beaucoup de pays pauvres s'en plaignent. Vous avez par exemple un pays auquel on ne pense pas, mais les Philippines. Les Philippines, vous avez 10% de la population des Philippines qui est partie travailler à l'étranger. Vous avez 60% de ces étudiants les plus brillants qui sont partis étudier à l'étranger dans des universités et qui ne sont jamais revenus. Donc, au niveau de la mondialisation, il y a attirer les étudiants, les meilleurs chercheurs en leur proposant plus d'argent, meilleur confort de vie, meilleurs locaux pour rechercher. Voilà, c'est quand même plus cool si vous pouvez tout de suite entamer vos recherches avec les dernières technologies plutôt que de remplir de la paperasse et attendre 6 mois qu'il y ait un commissaire européen, machin bidule, qui donne une subvention qui vous permet d'acheter le truc et pendant ce temps-là, vous stagnez et vous voyez dans le même domaine d'autres chercheurs peut-être moins brillants que vous qui font des découvertes parce qu'ils ont du meilleur matériel. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même plutôt frustrant. Mais aussi, ce qui est important, c'est l'attractivité. C'est-à-dire que quand on a des étudiants qui viennent étudier, c'est essayer de les garder chez nous pour leur donner un meilleur cadre de vie. On ne peut peut-être pas les payer plus que les autres, mais voilà, faire venir des étudiants, c'est une chance pour chacun des pays, puisque tous les pays du monde se battent pour faire venir des étudiants, des nouveaux ingénieurs à eux, les former et espérer aussi les garder. D'autant plus que quand ils viennent, c'est à leurs frais, c'est à leur charge, ça ne coûte rien du tout au gouvernement. Donc c'est que du bonus, ils viennent se former, ils dépensent de l'argent dans le pays. Et s'ils sont bons, ils sont diplômés. S'ils sont diplômés, ce serait bien qu'ils restent. Voilà. Et donc on a comme ça cette lutte perpétuelle. Je vous prends l'exemple d'Andorre. Andorre, on a une toute petite université. Les classes moyennes andorranes vont étudier soit à Barcelone, à l'université ou dans les écoles d'ingénieurs, soit à Toulouse. C'est ce qui est généralement le plus près. Les classes supérieures, on voit leurs enfants aux États-Unis, au Royaume-Uni, etc. Pas parce que ça coûte plus cher, parce que ce sont des meilleures universités, on l'a vu, qui sont beaucoup plus prestigieuses. Et ces enfants-là, andorrans, très peu reviennent pour, entre guillemets, développer le pays. Parce que quand vous faites des recherches, je ne sais pas moi, en pharmacie au Canada ou aux États-Unis, que vous êtes andorran, si vous revenez en Andorre, l'industrie pharmaceutique andorrane, elle est néant. Donc vous restez dans ces pays-là. Donc bien comprendre que cette guerre des cerveaux, là je fais un petit résumé, elle a toujours existé. Toujours existé. Je vous prends un autre exemple historique très français. On a Charles VIII qui a fait les guerres en Italie. On est rentré en Italie pour revendiquer notamment Naples, parce que Naples, selon toutes les descendances croisées, machin médule, nous appartenait. Donc Charles VIII est venu revendiquer le siège de Naples. Bon,
enfin, quand on revendique, on y va avec l'armée, quoi, grosso modo. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert la Renaissance italienne, alors notamment François Ier derrière, ensuite la Renaissance italienne. Et les Français ont été subjugués de voir ce que faisaient les Italiens en architecture, etc. Et qu'ont fait les rois? Ils ont payé les meilleurs artistes, les meilleurs ouvriers qu'ils ont pu trouver à cette époque-là, ils les ont fait venir en France pour les faire bosser. Et par exemple, Léonard de Vinci, il n'est pas français, il est italien, il a fait des choses merveilleuses. Je vous invite à visiter Chambord. C'est l'architecte Léonard de Vinci, l'escalier à double spirale inversée, etc. C'est magnifique. Ce sont les rois français qui ont tout fait pour attirer le maximum, mais vraiment le maximum d'ouvriers, de maîtres, de sculpteurs, de peintres italiens, pour que la Renaissance italienne, dans la culture, les arts, etc., se diffuse en France, et ça a été la Renaissance française, et on en profite encore aujourd'hui, parce que les châteaux, par exemple, de la Loire, qui ont été réalisés par les architectes italiens, et je vous invite à taper, par exemple, la dentelle, ils ont fait des sculptures absolument extraordinaires. C'est véritablement de la dentelle sur pierre. Et ben ça nous attire des millions de touristes, ou peut-être des centaines de milliers de touristes tous les ans qui viennent dépenser de l'argent pour visiter les châteaux de la Loire, parce que François Ier, Charles VIII, etc., enfin plutôt Charles VIII, François Ier si on respecte un peu plus l'ordre, ont ramené des artistes, les meilleurs de l'époque, qui ont laissé des merveilles. Et on en profite plusieurs siècles après. Et donc c'est ce que font les États-Unis d'Amérique à l'heure actuelle. Ils pompent au maximum, ils drainent, ils aspirent les meilleurs élèves, les meilleurs chercheurs, en leur donnant des conditions qu'on ne peut pas leur offrir. C'est triste, hein, mais on peut pas s'aligner. Il y a vraiment un énorme écart au niveau salaire, c'est absolument inimaginable. Enfin, on ne peut pas s'aligner parce qu'on décide de ne pas s'aligner et qu'il y a d'autres priorités à faire. On pourrait très bien se dire que maintenant, au lieu de payer des jeunes chercheurs 1800, 2000 euros sans CDI, sans perspective d'avenir, et le gars se demande si à la limite il n'aurait pas mieux fait de rentrer au McDo ou de monter dans la hiérarchie et être chef d'équipe, il gagnerait peut-être un peu plus. Voilà, un peu plus que ce qu'il peut faire avec un bac plus 7 avec une thèse et en étant en CDD au CNRS. On peut dire maintenant les chercheurs français c'est 5 000 ou 6 000 euros. Et là on va drainer un maximum, on va avoir les chercheurs, les meilleurs italiens, espagnols, allemands qui vont se précipiter pour venir travailler et développer au CNRS. Donc ça c'est aussi des choix, mais quoi qu'il en soit, il y a un énorme gap. La seule chose qu'on pourrait, nous, pour garder les meilleurs étudiants, c'est leur proposer un cadre de vie supérieur. Voilà, ça, il faudrait le travailler le plus, parce qu'on ne peut pas les attirer sur les salaires, mais au moins le cadre de vie. Voilà, ce qui est pas... on peut attirer les étudiants albanais, mais bon, les étudiants allemands, si vous allez à Hambourg, comparer Paris et Hambourg pour étudier, ça me paraît quand même un petit peu mieux à Hambourg pour ce que j'en connais en tout cas. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur la mondialisation des cerveaux. C'est une guerre lente, secrète, on ne la voit pas. Ça touche très peu d'étudiants. Je dis, il y a 4-5% des étudiants français qui partent vivre à l'étranger de manière définitive, mais ces 4-5% à 90%, c'est la crème, et ça se voit. Si vous regardez les organigrammes des entreprises dans la Silicon Valley, le nombre de Français qu'il y a, c'est extrêmement impressionnant. Le nombre de Français que vous avez, je parle bien de maisons mères, chez Apple, chez Microsoft, à des échelons ultra élevés, voilà, ça montre que les écoles françaises forment des élites. Alors je ne jugerai pas sur le niveau collège-lycée dont j'ai contribué au désastre. C'est pour ça aussi que j'ai démissionné, je ne pouvais plus le supporter, parce qu'à vouloir faire un niveau moyen pour tout le monde, on fait de la merde pour tous, en simplifiant. Heureusement, on a encore quelques bastions élitistes qui forment des gens exceptionnels, il faut bien le dire.
hélas, on en retrouve énormément dans les organigrammes des grandes entreprises américaines. Donc Cocorico, on est reconnu pour nos élèves, nos étudiants de grande valeur. Pas Cocorico, on n'arrive pas à les garder chez nous, on n'arrive pas à leur donner des perspectives d'avenir suffisamment intéressantes. Donc ne soyons pas, et là c'est ma conclusion un petit peu négative, mais c'est vraiment ce que je ressens à long terme, ne soyons pas un pays africain qui se fait pomper ses meilleurs étudiants qui vont aller étudier aux États-Unis d'Amérique, au Canada. Il y a les Émirats Arabes Unis qui proposent des ponts en or actuellement à des étudiants, à des chercheurs. Les Américains, c'est des rigolos à côté. Demain, peut-être la Chine. La Chine se fait plutôt piquer les étudiants, mais ça pourrait se retourner. Donc nous ne devenons pas un pays africain se faire pomper notre savoir, notre énergie, notre matière grise. Évitons qu'elle parte, et peut-être une des priorités serait je sais bien qu'on est dans l'uniformisation en France et pas dans la méritocratie, ce qui était pourtant la base du système républicain, mais pourquoi pas payer de très gros salaires à des gens qui peuvent apporter beaucoup de choses au pays plutôt que d'aller enrichir des compagnies actuellement américaines. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent samedi. N'oubliez pas, on se revoit demain pour voir la Société d'Ordre sous l'ancien régime, et vous connaîtrez tous sur les Bellatores, Laboratores et Oratores. Je ne l'ai pas dit dans le bon ordre, c'est Bellatores, Oratores et Laboratores, le bol, ce qui vous permettra de frimer en société. Et puis on regardera le trading sur les crypto-monnaies sur Futur à 11h. Sur ce, portez-vous bien, plein de bonnes choses. N'hésitez pas à partager cette vidéo.